Je vous propose que nous puissions passer à la séance des questions-réponses. Nous avons en effet beaucoup de questions et je vous en remercie. Surtout, n'hésitez pas évidemment à la fois à consulter notre site internet. Nous avons un dossier dédié sur le sujet, mais n'hésitez pas en effet à poser vos questions. Et donc je passe la parole à Caroline Semaille, qui donc sera le chef d'orchestre notamment sur les questions. Alors, merci Christelle. Alors, nous avons reçu un certain nombre de questions à la fois depuis hier, et vous en posez encore. Donc, on a toute une équipe, là, vous ne les voyez pas, mais on a toute une équipe qui est en train de regarder toutes les questions que vous posez. Mais en fait, une grande partie des questions que vous posez actuellement ont déjà été posées depuis hier, parce que les préoccupations sont vraiment similaires pour vous, pour tous les patients. Alors, on y a un peu déjà répondu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur comment savoir si mon appareil est concerné, qui dois-je contacter si mon appareil est concerné et quand aurai-je un nouvel appareil. Donc, je vais peut-être donner, Thierry, tu vas donner quelques mots et après, je vais peut-être donner la parole donc, à la représentante d'EPSAD, qui est donc Alexandra Duvauchel, qui a accepté d'être la représentante d'EPSAD et qui est donc présente pour répondre. Peut-être Thierry, quelques mots, et après, sur qui dois-je contacter si mon appareil est concerné. Je pense qu'il faudra que je donne la parole, bien sûr, à Madame Alexandra Duvauchel. Oui, donc du coup, on parle déjà d'appareils Philips, hein, et tous les appareils Philips sont pas concernés. Hein. Donc vous avez une liste des appareils concernés par ce rappel qui figure sur le site de l'ANSM. Donc je vous invite à vous y reporter. Vous devez trouver également cette information sur le site de la société Philips. Donc c'est quelque chose qui est accessible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les appareils concernés par le rappel sont des appareils qui ont été fabriqués avant avril 2021. Donc le moyen pour rechercher cette information, c'est de vous reporter sur les informations qui figurent sur votre appareil ou sur la notice, rechercher le numéro de série lorsque ça a été évoqué, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Trouchot, il me semble, et donc ainsi remonter effectivement à la date de fabrication de cet appareil. Voilà. Et quoi qu'il en soit, si difficulté il y a pour vous pour retrouver ces informations, clairement, il faut contacter votre prestataire de santé à domicile, enfin le prestataire de santé à domicile qui vous a fourni l'appareil. Alors, c'est pour ça, je pense que c'est important que Madame Duvauchel, qui est donc le porte-parole des PSAD, puisse intervenir. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Oui, alors en effet, normalement, tous les patients qui ont été concernés effectivement par ce rappel ont eu l'information que leur matériel serait remplacé dans les délais qui nous ont été livrés par Philips et dont vous connaissez l'échelonnement. Cette information a été livrée entre juillet, au moment où la décision des conduites à tenir a pu être diffusée. D'ailleurs, les organisations professionnelles ont toutes mis à disposition un courrier type d'information des patients pour justement garantir le bon contenu en conformité avec la nécessité d'informer, les conduites à tenir et tous les éléments permettant aux patients d'être informés précisément de la situation. Donc, si vous n'avez pas été informé par le prestataire que votre appareil devait être remplacé, c'est que, en principe, vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez bien naturellement vous adresser à votre prestataire pour en avoir la garantie. Sachez que, avec la médiatisation, nous avons eu une très forte croissance d'appels sur les plateformes des prestataires. Et nous avons pu constater d'ailleurs que beaucoup de patients qui nous appelaient n'étaient effectivement pas concernés par ce rappel parce que pas équipés par les matériels identifiés. Donc voilà, vous pouvez, mais normalement, l'information vous est livrée par le prestataire et sachez que nous avons à cœur de tout mettre en œuvre pour favoriser le remplacement le plus rapide des réceptions des matériels Philips, bien évidemment. Merci. Je pense qu'il y aura d'autres questions qui vous concerneront. Mais là, je voudrais donner la parole donc, au professeur Gonzalez et au docteur Bruno Stack, parce qu'il y a, évidemment, on a bien clairement
indiqué quelle était la conduite à tenir, mais malgré tout, il y a des questions que je vais vous relayer. C'est dois-je continuer à utiliser l'appareil ? Je continue les questions. Là, on y a répondu, mais je développe. Comment savoir si mes problèmes de santé viennent de l'utilisation de mon appareil ? Depuis que je suis équipée de cet appareil, j'ai le sentiment d'avoir des effets indésirables. Que dois-je entreprendre comme démarche ? Et surtout, on a beaucoup de questions. Dois-je effectuer un bilan pulmonaire de contrôle ? Un suivi particulier est-il prévu pour les patients appareillés, etc., etc. Donc ça, c'est des questions vraiment très pratiques que les patients vont poser à leur médecin. Docteur Gonzalez, le professeur Gonzalez, pardon. Oui, merci de cette question. Écoutez, la chose à dire là, à répondre, elle est très claire. Si vous avez des doutes, il faut consulter votre prescripteur, votre médecin. Pourquoi? Eh bien, parce que la réponse est oui, il y a des effets secondaires de cette thérapeutique qui sont connus, qu'il y ait ou pas des problèmes avec la machine. On sait que l'humidification du nez est importante, des choses comme ça avec des effets secondaires que l'on connaît. Donc oui, c'est très important de consulter pour que votre médecin fasse la part des choses entre les symptômes que vous avez, respiratoires, qui peuvent être des effets secondaires classiques de ces traitements, voire des effets secondaires d'une mousse détériorée, dont nous avons bien regardé les effets secondaires potentiels. Donc là, la recommandation principale, c'est comment faire, c'est de consulter son médecin si on a le moindre doute. Et non, il n'y aura probablement pas d'examen à faire parce qu'on connaît bien quand même les effets secondaires de ces machines et on saura y remédier et répondre à vos questions facilement. Donc, une consultation avec votre prescripteur est la chose la plus importante à faire. À savoir aussi que dans tous les effets secondaires, soit de la machine généralement et de ce traitement en général, ou des mousses, ou de l'effet délétère des mousses sur les bronches, il n'y a pas lieu de consulter en urgence. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un délai de quelques jours et quelques semaines, il n'y a pas d'urgence à le faire. Est-ce que le docteur Stack veut aussi compléter? Oui, Allez-y. oui, tout à fait. Donc, je vais compléter par différentes petites choses, Madame la directrice, et donc à toutes les associations de patients. Donc, mon rôle est ici, donc d'abord d'informer l'ensemble de la communauté pneumologique donc sur les actions à faire et pour pouvoir répondre à toutes les demandes des patients et de mettre également en relation donc les prestataires de santé à domicile et donc les prescripteurs. Donc de telle façon qu'on puisse donner une information éclairée, sincère à tous les patients et qu'on puisse répondre à leurs questions tout à fait légitimes. Et c'est pour ça que j'ai déjà prévenu donc beaucoup de pneumologues quant à l'attitude à avoir donc vis-à-vis de ces différents questionnements. L'autre chose pour répondre également donc suite à l'intervention du professeur Gonzalez, il y a effectivement les effets donc immédiats, mais pour le suivi à long terme, sachez que vous êtes suivi de toute façon. Même en dehors de tout cela, il y a un suivi annuel qui est fait pour les PPC et un suivi même plus fréquent pour les ventilations de niveau de pression. Donc, vous êtes de toute façon suivi et la communauté donc, pneumologique étant au courant de tous ces problèmes scientifiques, bien sûr que vous serez suivi sur tous les plans. Nous avons également des cohortes qui existent, différentes cohortes existent. Il y en a le professeur Gagnadou qui a des cohortes. Nous avons des cohortes également donc, au niveau du Conseil national professionnel de la pneumologie. Et ces cohortes sont prêtes à travailler et à faire des études indépendantes en association avec la SNSM pour pouvoir donc répondre à vos questions. Donc mon rôle est de faire une information éclairée à l'ensemble de la communauté pneumologique avec donc toutes les actualités scientifiques et de bien sûr demander à l'ensemble des prescripteurs de vous répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Merci, Dr Stack. Vous avez parlé des cohortes parce qu'effectivement, on a évoqué au cours de ce webinaire à la fois la cohorte canadienne qui donnait des données rassurantes telles qu'ont été présentées par le professeur Gagnadou. Bien sûr, il y a d'autres cohortes en Europe sur lesquelles on devrait avoir bientôt aussi des données. Peut-être que le professeur Gagnadou, sur la cohorte française, vous voulez juste peut-être dire un mot ? Oui, merci Madame la directrice. Donc oui, pour apporter des éléments de réponse à ça, on a une cohorte qui s'appelle la cohorte sommeil des Pays de la Loire, qui est à peu près comparable à la cohorte canadienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a suivi des patients diagnostiqués puis traités pour leurs apnées du sommeil depuis assez longtemps, parce que cette cohorte a été initiée en 2007.
Et on a commencé à regarder, il faut un petit peu de temps pour conduire les analyses statistiques, donc je ne vais pas vous donner de résultats définitifs ce soir, mais on a commencé à regarder ce qui se passait au sein de cette cohorte, qui est également une cohorte appariée aux données du SNDS. Donc on a les informations exhaustives pour l'ensemble de nos patients. Et ce que je peux vous dire, encore une fois, en sachant qu'on doit consolider ces données, mais c'est qu'a priori, on ne trouve pas de sur-risque de cancer chez les patients traités par appareil Philips dans notre cohorte, qui représente à peu près, comme pour les Canadiens, entre 20 et 30% des patients. Pas de sur-risque après 6 ou 7 ans de traitement comparativement à des patients exposés pendant la même durée avec les autres appareils qu'on utilise couramment en France. Donc, il semble, sous réserve encore une fois, de consolidation de ces données, on ait les mêmes résultats, à savoir l'absence de sur-risque identifiable de cancer dans cette cohorte en France. Merci. Donc, on voit qu'effectivement, plus on progresse là aujourd'hui, plus à ce stade, les données sont plutôt rassurantes sur le risque cancérigène. Docteur Stack, vous voulez intervenir? Après, il faudra que je passe à d'autres questions parce qu'on en a beaucoup encore. Allez-y. Oui, simplement, on a beaucoup parlé de PPC qui va représenter l'ensemble, la plupart donc, des machines donc, responsables, mais il y a aussi la ventilation au niveau de pression, là qui intéresse donc, des insuffisants respiratoires, et c'est encore plus important de surtout ne pas l'arrêter. Parce que là, on s'adresse vraiment plus à des insuffisants respiratoires, et surtout là, donc adressez-vous à vos prescripteurs, à votre prestataire de santé pour pouvoir donc changer la machine dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, on a évidemment beaucoup de questions sur la toxicité de la mousse. On a expliqué lors du webinaire que c'était lié éventuellement à l'émission de l'exposition à des particules, à des composés organiques volatiles. Mais bien entendu, donc on a dit que c'était un risque potentiel, on l'a dit et redit, mais évidemment, la question qui vient, et elle vient de toutes parts, c'est est-ce que cette mousse est présente dans d'autres appareils de ventilation? Est-ce que les autres fabricants de respirateurs utilisent des produits similaires, etc. Donc, on a vraiment cette question. Alors, bien entendu, l'ANSM s'y est intéressée dès le premier jour. Donc, on va vous donner des éléments. C'est évidemment une question tout à fait normale. Et on a des éléments tout à fait rassurants, évidemment, à vous donner. Thierry. Oui, effectivement, c'est un sujet qu'on a traité dès le début de cette crise. On a interrogé les différents fabricants qui mettent ce type d'appareil sur le marché français afin de s'assurer de l'absence effectivement d'effets indésirables ou de la conformité de ces produits. Donc ces fabricants nous ont confirmé avoir effectivement des tests de conformité pour l'ensemble des produits. On s'est aussi assuré, parce que c'était une question qui nous a été posée à plusieurs reprises lors des réunions avec les parties prenantes, que le fournisseur de la mousse n'était pas le même. Donc là aussi, on a obtenu des réponses sur le fait que voilà, l'origine de la mousse telle qu'elle figure, en tout cas qu'elle est utilisée dans les produits Philips, n'est pas la même pour celle qui est utilisée dans les autres produits, donc des autres fabricants. Merci. Alors après, on a une question. Pourquoi la NSM a attendu 9 mois pour agir? Donc, comme vous avez pu le voir, là, c'était une question avant le webinaire. Donc, j'espère que vous êtes bien convaincus qu'évidemment, on n'a pas attendu 9 mois pour agir parce que vous avez vu toutes les actions qu'on a menées dès l'annonce du retrait mondial de Philips, puisque moins d'une semaine après, nous avions déjà édicté des recommandations. Mais peut-être, Christelle, si tu veux... Oui, merci beaucoup Caroline. Ce qui est important, en effet, vous l'avez vu, c'est avant tout, dès que nous avons une alerte, c'est la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Nous ne faisons jamais les choses seuls, bien évidemment, et c'est important. Nous le faisons avec les patients, avec les professionnels de santé, et puis nous nous adaptons. Vous l'avez vu, en effet, il y a eu, dès le mois de juin, il y a eu des mobilisations, il y a eu des conduites à tenir, il y a eu des échanges, il y a eu des plans de remplacement qui ont été proposés par Philips. Et puis, force a été de constater, en effet, à la fin de l'année 2021 et tout début 2022, que le plan n'était pas très dynamique et pas très diligent. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on tape du poing sur la table, très clairement, et on mobilise d'autres mesures, des mesures qui sont plus contraignantes. Et c'est cette mesure, en effet, de décision de police sanitaire avec un seul objectif,
que les patients puissent avoir accès le plus rapidement possible à des matériels, soit réparés, soit des matériels qui sont renouvelés. Et donc, on s'adapte en effet en permanence. Et comme cela a été vu aussi, on s'adapte sur l'analyse en effet des risques. Aujourd'hui, il y a une chose que l'on sait, et cela a été évidemment largement rappelé par les professionnels de santé, on sait le risque d'arrêter le traitement. Et on sait que c'est un risque qui est avéré. Et on sait en effet les conséquences extrêmement délétères. Sur les risques potentiels, en effet, présentés par ces appareils Philips, il y a des analyses, en effet, comme on l'a dit, qui sont en cours, des premières données, notamment sur le risque cancérigène, qui sont rassurantes. On continue à investiguer, mais en effet, ce dont on est sûr, c'est que le risque d'arrêter le traitement est extrêmement délétère, et donc il faut évidemment continuer à poursuivre son traitement. Mais on s'adapte en permanence, et en effet, avec une information majeure qui est indispensable, et on continuera en effet, y compris possiblement sous ce type de format. Mais je vois que le professeur Gagnadou a levé la main, enfin en tout cas, elle souhaite prendre la parole, en tout cas, si je le vois bien. Non, j'avais juste envie d'ajouter, même si encore une fois, ça n'exclut pas du tout la nécessité de mettre en place des études scientifiques rigoureuses, bien conduites, et bien évidemment, on comprend l'inquiétude des patients qui sont présents là. Il y a quand même un élément important à prendre en compte, c'est qu'on prescrit ces appareils, tous autant que nous sommes ici depuis des années, des dizaines d'années. On a traité énormément de patients avec ces machines, je pense en particulier au PPC pour les apnées du sommeil. On suit les patients, on les voit chaque année en consultation. Et donc, je doute quand même que nous ait échappé des complications graves du traitement qui, à l'évidence, nous seraient apparues. On l'aurait constaté, on aurait vu des choses apparaître au cours du suivi des patients. Donc, évidemment, il faut évaluer un risque, même modeste, prendre en compte, et pour ça, mettre en œuvre des études scientifiques. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le recul que l'on a, nous, en tant que professionnels de santé, pneumologues très investis dans ces maladies-là, depuis 15, 20, 30 ans d'exercice avec un nombre très important de patients traités, c'est que je crois que toutes les discussions qu'on a eues ensemble, on a tous dit la même chose. Il n'y a aucun signal cliniquement évident d'une toxicité réelle de ces machines, qu'il s'agisse de phénomènes inflammatoires bronchiques ou de cancer. C'est juste ce que je voulais ajouter avant qu'effectivement on ait des données robustes scientifiques qui viennent conforter ça. Alors, il y avait des questions aussi, pourquoi nous n'avons pas invité Philips à ce webinaire, parce que là, c'était vraiment le webinaire pour les patients. On voulait pouvoir partager en fait les actions qu'avait menées la NSM et donner aussi la parole aux professionnels de santé. Mais rassurez-vous, nous, Philips, nous le auditionnons dans le cadre des réunions de parties prenantes, mais aussi nous avons des réunions très régulières avec Philips. Mais là, c'était un webinaire pour votre information, pour qu'on puisse partager tout ce que nous avons fait et puis essayer de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, vous nous avez aussi posé la question pourquoi il n'y avait pas un numéro vert. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons déjà un guichet des usagers et on a un certain nombre de questions qui nous sont parvenues depuis quelques mois sur ce guichet des usagers. Et puis aussi, vous avez les PSAD qui sont vos interlocuteurs privilégiés. Alors peut-être que je vais redonner la parole à Madame Duvauchel parce qu'il y a aussi des questions sur les prestataires. Avaient-ils une obligation d'informer les patients de ces rappels? Et est-ce qu'on peut changer de PSAD si celui-ci ne nous convient pas? Voilà. Et est-ce que le PSAD a la possibilité donc de proposer un autre matériel? Donc après, on aura la difficulté d'avoir une disponibilité des autres matériels. Ça, on est conscient que on n'en a pas. Enfin voilà, il y a une demande mondiale de ces appareils et même les concurrents ont aussi des soucis pour accélérer leur production compte tenu du contexte lié à la pandémie Covid. Mais je vous donne la parole. Oui, je vous remercie. Oui, écoutez, vous l'avez dit, il y a une situation de pénurie mondiale, donc je n'y reviens pas. C'est vrai que les prestataires de santé à domicile ont néanmoins fait leurs meilleurs efforts justement pour accélérer les remplacements et ont pris sur eux, avec les matériels dont ils disposaient, d'autres marques, pour accélérer ce remplacement. C'est-à-dire que lorsque vous avez annoncé, et c'est vrai, 7% de machines Philips remplacées parce que 7% de machines Philips livrées aux prestataires, en réalité, aujourd'hui, on est à un taux approximatif de 15% de remplacement. Néanmoins, ce meilleur effort, on ne peut pas aller au-delà, au regard des éléments que vous évoquiez de pénurie mondiale.
Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément sur la deuxième question, est-ce que l'on peut changer de PSAD? Bien évidemment, comme on peut changer de médecin, c'est la liberté du choix du malade, de son professionnel de santé, de son prestataire. En revanche, si vous espérez que parce que vous changez de prestataire, vous allez résoudre plus rapidement la problématique d'accès à un matériel, je n'en suis pas persuadée. Parce que, encore une fois, cela dépend de la capacité de Philips à livrer effectivement les matériels de remplacement nécessaires. Voilà. Et la troisième question, je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas notée, j'ai un peu oublié. Vous y avez répondu, c'était peut-on changer de prestataire sur l'information, l'obligation d'informer? Oui, bien sûr, voilà. Évidemment. Alors, les prestataires de santé à domicile qui interviennent bien évidemment dans la traçabilité, la matériovigilance, garantissent cette information à l'ensemble des patients selon différentes modalités, comme je l'ai indiqué. Et comme ça a été rappelé par l'ANSM et également la communauté scientifique, il est important de réitérer l'information parce que souvent elle ne passe pas bien. Il faut se souvenir quand même que les premières informations ont été délivrées fin juillet en pleine période estivale. Donc naturellement, il faut poursuivre cette information et les prestataires de santé à domicile sont vraiment investis pour répondre à leurs patients. On est en contact permanent. Je vous l'ai dit, on a eu de nombreux appels. Nous continuons à répondre à tous les appels qui nous sont formulés, toutes les questions qui peuvent être posées, bien évidemment. Nous sommes à leur disposition. Notre vocation, c'est d'abord d'accompagner nos patients dans le cadre de leur traitement en toute qualité, en toute sécurité. Donc, bien évidemment, nous les informons et nous continuerons à le faire. Alors, peut-être aussi on peut indiquer que nous sommes en train de travailler sur un document d'information pour les patients que nous sommes en train de rédiger à l'ANSM et que bien sûr on va partager avec les professionnels de santé et les PSAD. Et l'idée c'est que ce document puisse être aussi servir de support et puisse être distribué par les PSAD. Et on a attendu ce webinaire aussi pour voir toutes les questions que vous vous posez pour qu'on puisse enrichir notre document d'information et qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Alors, j'ai d'autres. Alors, il y avait aussi des questions. Alors, on y a déjà un petit peu répondu, mais je vois qu'elles reviennent beaucoup. C'est est-ce que les autres appareils, les autres appareils qui ne sont pas de la marque Philips ne sont pas concernés? Donc oui, on peut le redire, les autres appareils ne sont pas concernés par ce problème de mousse. On l'a dit tout à l'heure, mais voilà. Et ce n'est que effectivement. Christelle me le rappelle, mais tout à fait, c'est certains appareils Philips, d'où l'importance d'aller regarder le numéro qui se trouve donc sur l'appareil et vous pouvez après comparer avec ce qui est indiqué sur notre site. Ça, c'est un point important. Alors après, on avait une autre question. Que fera l'ANSM si la DPS n'est pas respectée? Alors, nous avons la réponse. Alors, que fera l'ANSM si la DPS n'est pas respectée? Déjà, bien évidemment, on va rester attentif à ce que cette DPS soit respectée. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a des contacts réguliers, bien évidemment, avec la société Philips et on va s'assurer que cette DPS est bien mise en œuvre. J'en profite pour répondre du coup à ce qu'a évoqué Madame Béguin tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de vide juridique en soi, c'est-à-dire que si on constate effectivement des événements où on a à disposition des informations nouvelles, on peut être en mesure de prendre une autre mesure, une autre DPS, une autre décision de police sanitaire qui apporte des éléments effectivement peut-être plus contraignants. Voilà. Donc il n'y a pas en soi de vide juridique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, le non-respect d'une décision de police sanitaire peut faire l'objet de poursuites pénales. Mais bon, donc là, on change de paradigme et la nature de ces poursuites appartient au juge qui se saisira de ce dossier. Alors, je vois que Madame Béguin a levé la main. Allez-y, je vous donne la parole. On ne vous entend pas. Oui, pardon, vous m'entendez voilà, là? Ça y est, oui. Très bien, allez-y. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Thomas, pour ces éléments de réponse. Alors, néanmoins, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif dans la réglementation française
permettant de contraindre le fabricant à prendre les mesures nécessaires et proportionnées en cas de défaillance d'un dispositif médical. Contrairement à ce qui existe en matière de médicaments. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, voilà, c'est un constat qu'on avait dressé déjà au Alors, préalable. excusez-moi, en fait, on ne vous a pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, juste la fin, là? Oui, Ça y est. pardon, alors je ne sais pas où vous en étiez arrêté, mais je disais que dans la réglementation française, aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'il existe un dispositif juridique qui permette de contraindre le fabricant à mettre en place les mesures nécessaires et proportionnées permettant de réguler la défaillance d'un dispositif médical, contrairement à ce qui existe en matière de médicaments. Alors, Non, mais en fait... à moins que M. Raymond veuille compléter, et après on répond. C'était sur... Si, il y a toujours des moyens de pouvoir contraindre un industriel. Nous sommes nous-mêmes en train de réfléchir à une procédure de référé-injonction à l'encontre de Philips pour accélérer le remplacement des dispositifs défectueux. Il y a toujours des mesures et nos conseils juridiques sont en train de travailler là-dessus. Donc, si par hasard, effectivement, on continuait à percevoir une certaine lenteur chez Philips, peut-être que nous mettrons nos menaces à exécution. Et alors en complément, bon, là, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, hein, mais la réglementation relative aux dispositifs médicaux a évolué. Dernièrement, on est maintenant, on a un règlement qui régit cette réglementation, donc c'est quelque chose qui s'impose à tous les États. Ce règlement comprend quand même un certain nombre d'exigences, que ce soit des exigences de sécurité, de performance, comprend également des exigences en termes de mise en place d'actions correctives, de conduite d'actions correctives. Et donc, clairement, c'est un outil qui est également voilà, opposable, je ne vais pas dire utilisable, mais opposable en tout cas à la société Philips. Elle doit en tenir compte. Et si elle n'en tient pas compte, quelque part, elle se met en infraction par rapport à la réglementation européenne. Voilà, dès lors qu'il y a un produit défectueux, il y a une responsabilité qui va avec ça. Alors, il y avait aussi des questions. Alors, beaucoup, c'est à partir de quand nous avons été au courant et quand la FDA a été également au courant. Alors, clairement, en fait, les autorités européennes, françaises, nous en l'occurrence, et européennes, c'est au moment du rappel mondial qui a été opéré en juin 2021. Nous n'avons pas eu d'informations en amont de ce rappel mondial. Et après, vous faites beaucoup référence, dans les questions, à un rapport de la FDA. Mais je vais laisser Thierry compléter sur ce rapport de la FDA qui est public, qui date de novembre 2021. Oui, c'est une question effectivement intéressante parce qu'elle apporte un éclairage sur ce dossier. Donc effectivement, la FDA a réalisé une inspection du site Philips Respironics aux États-Unis. C'est une inspection assez longue qui a duré 21 jours et qui a été répartie entre le mois d'août et novembre, je crois, 2021. Et donc la FDA a publié donc une inspection en 2021. La FDA a publié les résultats de cette inspection sur son site Internet. Et donc, voilà, que révèle cette publication? C'est que la FDA a mis en évidence un certain nombre d'observations, donc je ne vais pas les passer tout en détail. Franchement, l'information est publique, mais qui mettent en évidence effectivement une action corrective qui n'est pas adéquate sur le fond, en délai. Il y a également des points sur l'analyse de risque, etc. Et en particulier, donc, cette inspection a mis en évidence que l'information d'une mousse défectueuse avait été transmise dès 2015 à la société Philips. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre de cette communication de la FDA, c'est que voilà, le fait que Philips soit au courant depuis 2015 a été révélé
par l'inspection réalisée par la FDA, conduite entre août et novembre 2021, et dont les résultats ont été mis en ligne et donc portés à la connaissance de tous, y compris de l'ANSM à ce moment-là. Merci Thierry. Donc, on a aussi des questions. En gros, c'est indépendamment de la problématique actuelle des appareils Philips, quels sont les risques, quels sont les effets secondaires habituels de ces appareils? Donc, je vais peut-être donner la parole, je ne sais pas, à Bruno Stack ou professeur Gonzalez, qui suivent tous leurs patients qui sont appareillés depuis, qui utilisent ces appareils depuis des années et des années. Parce qu'on a souvent ces questions de quels sont les effets habituels, indépendamment de la problématique actuelle. À quoi doit s'attendre un patient quand il utilise un appareil PPC? Alors, je ne vois pas. Est-ce que c'est... Non, je veux bien. Allez-y. À moi que... Donc, les effets secondaires donc, de ces appareils sont peu prononcés en vérité. Il peut y avoir donc, des petites intolérances locales dues au masque, avec surtout des fuites au masque, qui peuvent irriter aussi les yeux. Comme a été décrit, donc les mousses, vous voyez, ce n'est pas forcément la mousse qui va donc irriter forcément le nez, ça peut être des fuites tout simplement. Et généralement, il y a très peu d'effets secondaires donc, de ces machines en termes donc, d'irritation bronchique ou de choses particulières. Et comme d'ailleurs le disait le professeur Gagnadou, depuis le temps qu'on suit ces patients-là, à part des effets locaux ou de non-tolérance à la machine, mais ça c'est autre chose, ce n'est pas un effet secondaire, donc il n'y a quasiment pas d'effet donc bien délétère donc, de ces machines. Merci. Est-ce que le professeur Gonzalez ou le professeur Gagnadou veulent compléter? Je peux juste compléter, oui. Juste compléter en disant qu'on a des scores qu'on pose en fait souvent à chaque consultation, et je peux vous le dire parce que comme ça vous verrez que ce sont des effets secondaires classiques, pas très importants qu'on recherche, mais comme l'a dit le docteur Bruno Stack, c'est un peu la même chose qui est décrite aussi par l'irritation que peuvent faire les mousses. On demande, ça peut être nez bouché, yeux irrités, bouche sèche, sensation d'étouffement, une gêne psychologique de l'appareillage, une mauvaise tolérance de l'entourage. Il faut y penser aussi, aérophagie, des lésions cutanées du visage et des maux de tête. Ça, c'est par exemple un questionnaire de suivi classique qu'on fait à nos malades. Et vous voyez qu'il y a quand même des effets secondaires qui sont certes banaux, mais qu'on suit quand même parce que ça peut gêner et détériorer la qualité de vie. Et malheureusement, dans les effets secondaires mécaniques que peut faire une mousse détériorée, on peut imaginer les mêmes choses aussi qui vont se faire sur les malades. Donc c'est important qu'on voit les malades s'il y a des effets secondaires de ce type pour juger qui fait quoi. Merci. Je pense que c'était important ce point d'étape, de bien comprendre aussi qu'effectivement, il peut y avoir des effets juste liés à l'utilisation d'un appareil PPC ou respirateur de vie. Alors, je pense qu'on a pris la plupart des questions. Je les ai un peu regroupées, évidemment. Peut-être que Christelle, pour reprendre un petit peu, refaire le point sur les actions et les perspectives de l'agence en matière d'action dans les mois à venir. Oui, merci beaucoup Caroline. Donc, comme nous l'indiquions précédemment, les perspectives, donc avec la mise en place en effet de notre comité d'experts à la fois national et international pour aller plus loin sur l'analyse en effet du risque, l'analyse des risques potentiels, sur l'évolution possible des conduites à tenir, également aussi partager avec l'ensemble des parties prenantes, des patients, des professionnels de santé, évidemment les documents d'information qui ont été évoqués par Caroline Semaille. Par définition, tout document d'information est au préalable échangé, co-construit avec les patients et les professionnels de santé, puisqu'il doit répondre à vos attentes. Et c'est avant tout le point évidemment majeur. Et puis également, en effet, dans le cadre de ce comité, pouvoir aussi envisager par rapport notamment aux modalités de remplacement. Et lorsque, et nous l'espérons, et c'est même plus qu'un espoir, puisque nous avons pris une décision contraignante pour que la dynamique de remplacement soit la plus rapide possible et qu'il puisse y avoir un accès dans les meilleures conditions possibles pour les patients. Donc ça, c'est un point important. Donc l'ensemble à la fois des présentations, je remercie tous les intervenants, mais aussi des questions-réponses,
a permis, je l'espère, de pouvoir assurer cet objectif d'information la plus large possible. Et c'est en effet l'attitude et la posture que nous avons depuis le début d'une information la plus large possible, au travers évidemment de manière graduelle, au travers de notre site internet, des relais aussi dans les médias, puisque c'est important, des relais avec l'ensemble des parties prenantes, les associations de patients, les professionnels de santé et également le webinaire que nous avons mis en place aujourd'hui et comme je le disais, qui pourra être évidemment renouvelé dans ce format puisque c'est évidemment... Cela va être diffusé juste après la fin de la réunion sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, vous pourrez évidemment le consulter. Et réellement, en effet, j'espère que nous avons répondu aux différentes questions et aux questions principales. C'est-à-dire, je suis un patient qui est appareillé avec soit un appareil PPC, soit un ventilateur. J'ai des interrogations, j'ai des inquiétudes et donc j'espère qu'avec ce webinaire, vous avez pu avoir en effet les éléments d'information importants. Premièrement, je suis patient, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, je peux évidemment me rapprocher de mon professionnel de santé, de mon pneumologue, de mon médecin traitant, mais également aussi de mon prestataire pour savoir si je suis concernée. Vous pouvez également consulter le site internet de l'ANSM où en effet la liste des appareils concernés existe et merci en effet, vous le voyez, voilà, c'est magique en fait, je dis les mots et les slides apparaissent, donc la technologie voilà, aujourd'hui est quand même très aidante et donc vous avez en effet la liste et toutes les informations utiles puisque nous avons un dossier complet sur le sujet. Ensuite, évidemment, une inquiétude possible sur les effets indésirables, et on l'a beaucoup vu dans les questions, à la fois... Évidemment, les pneumologues présents, le Collège de médecine générale ne pouvait pas être présent ce soir, mais nous travaillons de manière très étroite, évidemment, avec les médecins généralistes aussi. Et c'est donc important que vous, en tant que patient, vous puissiez revenir vers vos professionnels de santé pour échanger, discuter sur, en effet, ces sensations, ces effets indésirables. Est-ce qu'ils sont liés ou pas à l'utilisation, en effet, de l'appareil? Est-ce qu'ils sont aussi générés par des inquiétudes par rapport à la connaissance, en effet, de ces défauts? Et c'est donc évidemment important de ne pas être seul et surtout d'échanger avec ces professionnels de santé. Et puis ensuite, pour le remplacement, vous l'avez vu en effet, des mesures contraignantes pour accélérer. Et évidemment, nous suivons de manière extrêmement précise la dynamique de remplacement, à la fois auprès de Philips, mais aussi auprès des prestataires, pour suivre par rapport au poids de déploiement, en effet, que nous avons exigé dans le cadre de notre décision contraignante, voir en effet si les choses, évidemment, suivent bien et adapter en fonction, évidemment, et en conséquence, les mesures que nous menons et également, comme je le disais, les mesures d'analyse, en effet, de suivi, d'analyse de risque par rapport à toutes les données que nous avons au niveau national, mais aussi au niveau européen et au niveau international. Donc, vous le voyez, nous sommes tous mobilisés depuis plusieurs mois et nous continuons évidemment à être mobilisés en adaptant nos actions, nos mesures. Collectivement, je le dis très souvent, mes équipes entendent très souvent cette phrase, on est plus intelligent à plusieurs, ça c'est indéniable et c'est la raison pour laquelle on travaille tous ensemble, les patients, les professionnels de santé, les autorités sanitaires, dans un seul but, en effet, c'est de pouvoir garantir en effet votre sécurité lorsque vous utilisez en effet des produits de santé. Donc surtout, n'hésitez pas en effet à consulter l'ensemble des éléments d'information qui sont sur notre site. N'hésitez pas non plus à déclarer. Thierry Thomas l'a rappelé, donc au travers du portail en effet des signalements. C'est important, ça permet d'acquérir de la connaissance et de pouvoir adapter évidemment les actions qui sont nécessaires. Vous pouvez continuer à suivre les actualités régulièrement qui sont mises à jour sur notre site internet. Vous pouvez aussi vous abonner à notre site internet au travers d'une newsletter en sélectionnant en effet les thématiques que vous souhaitez suivre. Et un point majeur, et j'espère qu'en effet à la fois les patients, les professionnels de santé et nous-mêmes, autorités de police sanitaire, et nous avons tous parlé d'une seule voix, surtout n'arrêtez pas votre traitement. Ça, c'est un point majeur. En cas de doute, consultez votre professionnel de santé
échanger avec votre obstate, qui pourront vous accompagner au plus près, mais surtout, n'arrêtez pas votre traitement. Et nous sommes là, évidemment, pour répondre à vos questions, évidemment, en tant qu'autorité sanitaire, au travers de notre guichet usager. Nous avons un formulaire dédié, et c'est comme cela que vous avez posé de nombreuses questions, qui est disponible sur notre site internet, et vous avez une réponse qui vous sera adressée dans les meilleurs délais. C'est notre numéro vert digitalisé, et c'est évidemment important. Ça vous permet aussi d'avoir une information la plus précise possible. Donc à nouveau, à toutes et tous, notamment aux intervenants, je vous remercie d'avoir pu vous mobiliser dans un temps court, également à une heure, alors pas complètement tardive, mais pas non plus complètement tôt. Merci à toutes et tous pour votre présence. Je crois que vous avez été très nombreux, en effet, sur YouTube. Vous pouvez revoir en replay. Et donc, j'espère en effet que le message est bien passé sur l'information, évidemment, indispensable, les lieux où vous pouvez avoir cette information et ce message très fort que nous portons tous collectivement de ne pas arrêter votre traitement. Merci beaucoup à toutes et tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Et merci à tous les intervenants à nouveau. Merci beaucoup.